Bonjour à tous, nous suivre sur votre national de 13h. Le président de l'Assemblée nationale du Mali, professeur Younousi Touré, est en visite en France. Il a été reçu au Sénat par Jean-Pierre Bel, le président de l'institution. Les deux personnalités ont parlé de l'actualité au Mali, l'intervention de l'armée française au Mali, la mise en œuvre de la feuille de route de la transition et les échéances électorales, entre autres. Notre correspondant sur place, Marinfi Konaté, compte rendu. Prévue pour une demi-heure, la rencontre a duré 60 minutes chrono. La lutte contre le terrorisme, la vie des otages français, la feuille de route de la transition malienne ont dominé les débats. Younousi Touré a tenu à rendre hommage aux 2 soldats français morts au combat au Mali. Nous savons qu'il y a 2 éléments, 2 soldats français qui ont perdu la vie dans ce combat et nous nous inclinons devant leur mémoire. Nous venons de voter il y a environ 1 mois la feuille de route de transition politique. Nous avons donné le maximum d'explications, n'est-ce pas, à nos amis du Sénat pour leur montrer que le Parlement malien est engagé pour la mise en application de cette feuille de route parce qu'il est important que le Mali réussisse, n'est-ce pas, ces élections. Selon Jean-Pierre Bel, le consensus des élus français doit guider le peuple malien dans sa quête de stabilité. Le président du Sénat a réaffirmé le soutien constant des élus français au peuple malien dans cette période difficile et au-delà. Nous voulons être à leur côté pour l'avenir, c'est-à-dire pour la reconstruction qui est absolument nécessaire aujourd'hui dans ce pays, et puis aussi pour le développement économique qui doit suivre et qui est, lui, la condition, je crois, aussi de la stabilité. Pour dire aux Maliens, nous sommes à vos côtés. Bien sûr, nous l'avons prouvé après la décision du président de la République, mais nous serons encore à vos côtés lorsqu'il s'agira de reconstruire le Mali et de vous aider à mieux encore vous développer. Après le traditionnel échange, le président Younousi Touré a inscrit dans le livre d'or du Sénat français la gratitude des élus et du peuple malien à la France. Une délégation de hauts responsables militaires américains a rencontré leurs frères d'armes de la MISMA. Objectif, évaluer l'efficacité de l'aide américaine dans la lutte contre le terrorisme au Mali. La délégation des chefs militaires américains est conduite par le commandant des opérations militaires pour le commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM. Bourama Traoré. De hauts responsables militaires américains à Bamako pour une mission de prospection. Ils ont 72 heures pour s'informer de l'évolution de la situation au Mali. De façon précise, il s'agit d'évaluer l'efficacité de l'aide américaine dans la lutte antiterroriste ainsi que les besoins et les défis à relever. Pour ce faire, les responsables militaires américains doivent s'entretenir avec les commandements des forces françaises et ceux de la mission internationale de soutien au Mali. La délégation américaine a rencontré ce mardi à l'école du maintien de la paix les responsables de la MISMA. Une rencontre qui s'est déroulée loin des caméras et des micros. Un communiqué de presse dont nous avons reçu une copie souligne l'adhésion des États-Unis à la guerre contre les terroristes au Mali. Le texte dit également que le gouvernement américain s'est engagé à travailler avec la communauté internationale pour rétablir la sécurité et la stabilité dans notre pays. Une volonté qui s'est matérialisée sur le terrain. En effet, des drones américains sont positionnés à Niamey au Niger pour la collecte, la facilitation et le partage des renseignements avec les forces françaises et autres engagés au Mali. Aussi, les États-Unis s'engagent à soutenir la MISMA à hauteur de 48 milliards de francs CFA. 4 milliards de ces montants sont consacrés à l'appui logistique des bases et au transport des troupes, ainsi que des équipements de la CEDEAO. Les hauts responsables militaires américains qui sont à Bamako viennent du commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM. Et nous allons rester avec les militaires. Visite du ministre belge de la Défense au centre d'instruction Boubacar Salassi de Koulikoro. Ceci en prélude au démarrage de la formation des forces armées maliennes par l'Union européenne. Au total, 450 instructeurs européens sont attendus dans ce centre de Koulikoro. La correspondance de Seydou Traoré. C'est au pas de charge que le ministre belge de la Défense a visité le centre d'instruction Boubacar Salassi de Koulikoro. Un centre qui doit abriter à partir du 23 mars prochain la mission de formation de l'Union européenne au Mali et UTM. Le ministre belge Peter de Crème, accompagné d'une forte délégation, a visité respectivement les chantiers d'aménagement, de construction et d'extension en cours. Il s'agit des bâtiments pour le cantonnement, formation et restauration, l'hôpital militaire, la place d'armes, le terrain sportif, entre autres.
En attendant l'arrivée des 200 éléments de la compagnie de sécurité et les 250 instructeurs formateurs, le visiteur du jour témoigne la volonté de son pays à apporter son aide au Mali. On est ici au nom du gouvernement belge pour faire l'évaluation de l'opération Serval. Cette opération qui va se transfigurer dans un délai assez bref dans une opération de l'EUTM. Nous sommes à la disposition, mais c'est bien entendu aux autorités du Mali elles-mêmes à en décider l'encadrement et la façon dont ils seront entraînés. C'est notre soutien que nous apportons en protégeant les instructeurs français. Pour l'instant, les responsables militaires conjuguent leurs efforts pour le respect du 23 mars, la date indispensable pour l'installation et l'accueil de la mission de formation. En attendant quand même l'arrivée des forces étrangères, notamment belges, le commandant du CIK, le colonel Traoré, alors bien quand même, on a fait quand même un tour sur le terrain. Il a quand même fait quand même le tour d'horizon sur l'ensemble des dispositions sécuritaires qu'ils ont prises au niveau du camp. Alors pour quand même assurer la sécurité du camp, pour que quand les forces étrangères sont là, qu'elles soient quand même dans les minimums de sécurité. Le ministre belge a, au terme de sa visite, animé une conférence de presse. Toute chose qui a permis aux autorités militaires et les forces vives de la capitale du Méguétan de comprendre la détermination de la Belgique, un pays qui, selon Peter de Crème, contribue matériellement auprès des forces françaises au nord du Mali. Et quittons le Mali, direction Ouagadougou avec d'une réunion des membres du réseau de l'audiovisuel public d'Afrique francophone, RAPAF. C'était en marge du FESPACO 2013, le positionnement des programmes des chaînes audiovisuelles de services publics des pays membres du RAPAF au cœur de la réunion. Réunion qui regroupe les directeurs généraux des radiodiffusions et télévisions du Niger, du Mali, du Cameroun et du Burkina Faso en partenariat avec la commission de l'UEMOA. Nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Tchédje Kamara, Modibo Souaré nous en parlent. L'axe de réflexion proposé à ce déjeuner de travail entre le RAPAF et ses partenaires était comment le partenariat peut contribuer à la production et promotion du contenu. Au cours de cette rencontre, les directeurs généraux des radiodiffusions et télévisions ont échangé sur des projets de production et de coproduction et exploré des axes de développement pour accompagner les chaînes africaines à positionner leurs programmes sur des marchés internationaux. Qu'un État pris comme tel ne peut faire vivre une télévision. Les coûts de production sont énormes. Nous avons beaucoup de choses que nous pouvons partager, ayant des espaces culturels qui sont très souvent les mêmes. Et je crois que si nous avons un partenaire global qui arrive à nous aider à faire de la coproduction, à faire de la production tout simple, à faire des échanges, c'est bien salutaire. Le défi de la mutation de l'analogique au numérique a été l'une des questions évoquées lors de ce déjeuner de travail entre les professionnels du secteur qui se préparent d'ailleurs à faire face à cette mutation imposée par l'évolution technologique. La rencontre a permis également aux participants de partager d'importantes propositions d'action pour traduire en acte l'ambition du RAPAF de développer les échanges dans tous les corps de métier de l'audiovisuel. Aussi bien les échanges de programmes, la coproduction, l'utilisation des archives sont des moyens utiles de maintenir l'attention de nos téléspectateurs et nos auditeurs tout en les enrichissant pour en faire de bons citoyens qui ont une bonne compréhension de ce qui se passe chez eux et de ce qui se passe ailleurs. Cette session de Ouagadougou s'inscrit dans une véritable dynamique de consolidation du partenariat pour promouvoir le service public de la radiodiffusion et de télévision. Nous avions un grand intérêt à accompagner dans le cadre d'une meilleure visibilité des programmes que nous conduisons au niveau de la commission et à accompagner les chaînes de télévision et pour qu'elles puissent s'en faire l'écho. Et naturellement, nous n'avons pas à nous substituer au niveau national parce que dans le cadre de l'intégration, le principe de subsidiarité fait que l'UEMOA n'intervient que lorsqu'elle peut apporter un bonus, un plus à l'échelle sous-régionale. Créé en 2007 à Bamako, le RAPAF est un espace de coopération et de partage des radiodiffusions et télévisions francophones d'Afrique pour s'adapter à un environnement fortement concurrentiel marqué par l'émergence de groupes de médias privés.
Et sur un tout autre plan, la secte Boko Haram, qui détient les 7 otages français, vient de faire passer sur YouTube un message. Les parents et leurs enfants apparaissent sur les images apparemment en bonne santé. La secte réclame la libération de ces otages détenus par les forces occidentales. La diffusion de ces images a suscité une vive émotion à Paris. Cependant, la France reste sur sa position. Pas question de négocier avec les terroristes. La vidéo a été postée lundi après-midi sur YouTube. On y voit les 7 otages français. Tanguy Moulin-Fournier, le père, avec sa femme, son frère et devant les 4 enfants, apparemment tous en bonne santé. Dans son message, le père donne l'identité des ravisseurs. Nous avons été arrêtés par Ali Souna Lee Dawati Wild Jihad, plus connu sous le nom de Boko Haram. Le groupe islamiste nigérian réclame la libération d'islamistes détenus au Cameroun et au Nigeria et menace de s'en prendre aux otages si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Pour la France, pas question de négocier. On ne négocie pas sur ces bases-là, avec ces groupes-là. Donc nous utiliserons tous les moyens possibles pour assurer la libération des otages, que ce soit ceux-là ou les autres. C'est ce que nous faisons, mais on ne joue pas à ce jeu de surenchère parce que ça, c'est le terrorisme. La famille d'expatriés a été enlevée il y a tout juste une semaine au Cameroun alors qu'elle quittait en voiture le parc de Ouaza. Elle serait détenue au Nigeria comme d'autres otages, comme le Français Francis Collomb, kidnappé en décembre dernier. Son épouse a été convoquée hier par le directeur du centre de crise du Quai d'Orsay. Elle a reçu une preuve de vie de son mari dans une vidéo prise 10 jours après son enlèvement, mais reçue récemment par les autorités françaises. Je pensais pas avoir des nouvelles de lui, mais là j'ai vu qu'il est un peu fatigué, mais ça va. Ça me rassure qu'il est en vie et espérons avoir d'autres nouvelles. Ansarou, qui détient Francis Collomb, et Boko Haram utilisent les mêmes méthodes. Les autorités françaises restent prudentes et mobilisées pour retrouver rapidement les otages français. En Italie, les urnes ont parlé. La gauche l'emporte de justesse sur la droite de Silvio Berlusconi. L'ancien Premier ministre, tant controversé, renaît de ses cendres à la lumière de ces élections. Le Parlement est bloqué. En fait, le pays devient tout simplement ingouvernable. Les urnes ont parlé et une fois de plus, le message est brouillé. Avec 29,5% des voix, la coalition de la gauche italienne de Pierluigi Bersani l'emporte de justesse sur la coalition de droite de Silvio Berlusconi, qui, tel le phénix qui renaît de ses cendres, opère une remontée spectaculaire avec près de 29,2%. En vertu de la loi électorale italienne, la gauche obtient 340 des 630 sièges à la Chambre des députés, mais au Sénat, en revanche, c'est la droite qui empocherait le plus de sièges, même en ayant un peu moins de voix que la gauche. Parlement bloqué, Italie ingouvernable, la troisième économie de la zone euro s'enfonce dans l'impasse. L'aspect le plus évident est que personne ne sera capable de gouverner. Aucun parti, aucune coalition ne sera capable de former seul un gouvernement. Surfant sur le rejet de la classe politique, la colère contre l'austérité et la défiance à l'égard de l'Europe, le parti 5 étoiles du comique Beppe Grillo s'envole. Prenant des voix aussi bien à la droite qu'à la gauche, il obtient environ 25% dans chacune des deux chambres et devient de ce fait la troisième force politique du pays. Avec ce résultat, nous avons fait la répétition générale. Une répétition générale plutôt réussie, comme les politiciens le savent. La guerre des générations a commencé. Grand perdant de ce scrutin, le chef du gouvernement sortant, Mario Monti, a perdu son pari de former une grande force au centre. Sa coalition ne remporte qu'environ 10% des voix dans chaque chambre. Il espère un gouvernement qui fera mieux que le sien sans balayer les sacrifices consentis par les Italiens pour permettre l'assainissement du pays. L'Europe, elle, retient son souffle, craignant le retour de la crise dans la zone euro. L'actualité, c'est aussi cet accident meurtrier en Égypte. De nombreux touristes ont perdu la vie dans une montgolfière. Suivons ensemble le monde en bref. 19 personnes, en majorité des touristes occidentaux et asiatiques, sont mortes dans un accident de montgolfière qui survolait Luxor en Haute-Égypte. Un incendie s'est déclaré dans un ballon géant qui volait à une altitude de 300 mètres, provoquant son explosion.
En 2009, 13 touristes avaient été blessés lorsqu'une montgolfière du même type s'était écrasée après avoir heurté un poteau électrique en raison d'une surcharge de l'appareil. Tir d'un missile à guidage thermique et explosion de joie de ce rebelle syrien après avoir atteint son but. Un hélicoptère des forces aériennes de Bachar el-Assad vient d'être abattu à 45 km au nord d'Alep. Une résistance artisanale mais acharnée avec un armement récupéré sur l'adversaire. J'espère que nous allons continuer à imposer une zone d'exclusion au-dessus de l'aéroport de Ménac jusqu'à sa chute aux mains de l'armée syrienne libre. Une roquette palestinienne tirée depuis Gaza contre le sud d'Israël a explosé près d'Ashkelon sans faire de victimes. L'opération a été revendiquée à titre de première riposte à la mort du prisonnier Arafat Jaradat sous la torture par un groupe armé proche du Fatah, le mouvement du président de l'autorité palestinienne. Ce dernier avait accusé Israël de vouloir semer le chaos dans les territoires, assurant toutefois qu'il ne se laisserait pas entraîner dans cette direction. Au Bangladesh, la tension ne cesse de monter contre le plus grand parti islamiste du pays après la décapitation à la machette d'un blogueur accusé de blasphème la semaine dernière. Des centaines de manifestants étaient dans les rues de Dhaka pour réclamer l'interdiction du parti Jamaat-e-Islami et l'exécution de ses dirigeants pour crimes de guerre en 1971 lors de la lutte pour l'indépendance contre le Pakistan. Au Mali, avec un mot d'agriculture, la filière coton veut se doter d'un véritable programme de développement stratégique pour une durée de 5 ans, avec 700 000 tonnes à l'horizon 2018. À cet effet, les acteurs de la filiale sud étaient en conclave à Sikasso pour tracer la voie. Au RTM Sikasso, Sekou Konati. En organisant cette rencontre des acteurs de la filiale sud de la CMDT, les premiers responsables de la compagnie veulent ainsi jeter les bases d'un ambitieux programme de développement stratégique pour l'horizon 2018, où le géant du coton africain veut atteindre la barre de 700 000 tonnes de coton et 3 millions de tonnes de céréales. Dans un marché mondial de plus en plus concurrentiel, la prise en compte des besoins et des attentes, voire même des exigences des clients, devient plus qu'une impérieuse nécessité. Ceci est d'autant plus important car il constitue la garantie des meilleurs prix de vente de la fibre et la fidélisation des clients. Pour réussir ce challenge, les participants à la rencontre de Sikasso, l'un des plus grands bassins cotonniers du pays, vont se pencher sur les thématiques des axes de développement, le dispositif opérationnel, le développement de la production cotonnière, l'outil industriel et son renforcement et la politique de commercialisation. L'avantage, c'est cadrer ces objectifs pour essayer de chercher des financements. Et en plus de ça aussi, on sait que les revenus des producteurs sont liés uniquement au coton. Est-ce qu'on peut diversifier, trouver d'autres cultures rentables comme le sésame, le soja, arachide ou autre chose pour chercher des débouchés et essayer d'encadrer les paysans par rapport à ça? Une démarche essentielle dans un monde de plus en plus concurrentiel et où la loi du marché est de plus en plus implacable. Le nombre de défis que nous devons relever exige de tous et de chacun la rigueur, la discipline et le travail. La CMDT Sud SA a besoin aujourd'hui de mobiliser toute son énergie. Les grandes conclusions de la rencontre de Sikasso serviront de contribution de la filiale Sud au forum national prévu dans les jours à venir. Sur ce, se referme ce journal. Un grand merci à nos téléspectateurs du Sénégal. D'autres informations, c'est à 18h et 20h avec Aïssata Ibrahim.